Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Sabrina Marnet-Le Tellier. Je suis nutrithérapeute, praticienne en micronutrition et en hypnose ericksonienne. Et j'accompagne en particulier les femmes qui souffrent de troubles digestifs, douleurs chroniques, déséquilibres hormonaux, pour les aider à retrouver l'harmonie dans leur corps et à retrouver le mieux-être grâce à une approche qui se veut la plus globale possible. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de l'intestin irritable. Donc, c'est un sujet que j'avais déjà abordé il y a quelques années. Je le refais aujourd'hui pour ce webinaire qui sera donc enregistré pour être diffusé un petit peu plus globalement. Voilà. Pour moi, c'est vraiment important de comprendre ce qu'est que le syndrome de l'intestin irritable, aussi appelé colopathie fonctionnelle ou euh, ouais, globalement, c'est les deux noms de cette pathologie, de bien le comprendre pour bien l'aborder. Voilà, donc je vais vous partager cette présentation qui va durer une quarantaine de minutes. Hop, allons-y, c'est parti. Voilà, donc le syndrome de l'intestin irritable, arrêtons le massacre. Le syndrome de l'intestin irritable, déjà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une catégorie fourre-tout? Est-ce que c'est une maladie définie? Voilà, essayons d'y voir un petit peu plus clair. Ensuite, je passerai sur les différentes causes physiques qui peuvent être la source d'un syndrome de l'intestin irritable, le lien avec le cerveau, les émotions, le système nerveux, les prises en charge, bien entendu, et une petite conclusion. Donc, pour commencer, le syndrome de l'intestin irritable, de quoi parle-t-on exactement? Il faut savoir déjà que c'est un trouble fonctionnel. Or, partout, qu'est-ce que ça veut dire trouble fonctionnel? C'est en fait, du coup, ce n'est pas une maladie, c'est-à-dire que c'est un problème de santé dans lequel il n'y a rien d'identifié. On n'a pas identifié de maladie, donc on a exclu toute maladie inflammatoire de l'intestin, donc une myquite telle qu'un Crohn, une rectocolite hémorragique. Ce n'est pas non plus une maladie cœliaque, etc. Donc en gros, on a exclu toutes les maladies et on en conclut que voilà, le problème est fonctionnel. Ça toucherait entre 10 à 20% des personnes dans les pays industrialisés, donc c'est loin d'être un détail. Il semblerait y avoir une nette prépondérance euh, au niveau féminin, hein, avec 5 femmes touchées pour un homme. Globalement, ça peut s'observer à tout âge, mais il est vrai on va le voir apparaître plutôt à la fin de l'adolescence ou autour de l'âge de 25 ans. Alors certes, ce n'est pas considéré comme une maladie grave, donc souvent minimisée. Malheureusement, ça impacte sévèrement le quotidien des personnes qui en sont atteintes et aussi de leur entourage. Et ça, ce n'est pas rien. Alors, bien, voilà. Donc, quelle est la définition officielle, hein, de syndrome de l'intestin irritable selon la définition Rome 4? Donc, un patient pourrait être atteint du syndrome de l'intestin irritable s'il connaît déjà une douleur abdominale récurrente, au moins une fois par semaine en moyenne, et ce depuis les 3 derniers mois. Ce symptôme doit être associé à au moins deux des critères suivants. Donc, soit il est en lien avec la défécation, donc le fait d'aller aux toilettes, il peut s'accentuer avant ou après. Soit c'est en lien avec un changement dans la fréquence des selles, soit c'est un lien avec un changement dans l'apparence des selles. Donc pour ça, on se réfère souvent à l'échelle de Bristol qui permet de définir, donc il y a, je crois, de mémoire 6 niveaux, pour définir qu'est-ce qu'une selle type diarrhéique, qu'est-ce qu'une selle type constipée. Donc ça, c'était la définition officielle. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on observe? On observe que c'est surtout une catégorie fourre-tout dans laquelle on va mettre tous les troubles digestifs devenus chroniques et non expliqués par ailleurs. Malheureusement, pour de nombreux thérapeutes, le syndrome de l'intestin irritable est considéré comme une maladie. Alors, pourquoi je dis que c'est un problème? Vous allez voir,
c'est un problème, pour moi, ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome. Alors, on va dire que je ne fais pas du détail sur le vocabulaire pour le plaisir du vocabulaire, mais c'est vraiment important pour l'approche du syndrome de l'intestin irritable. Déjà, dans la maladie, eh bien, une maladie est définie comme un problème de santé, un déséquilibre avec une cause bien définie et connue, soit un microbe, un virus, un dérèglement immunitaire ou cellulaire, dans le cas d'un cancer, un dérèglement hormonal comme une thyroïdite d'Hashimoto, donc c'est et immunitaire et hormonal. Donc là, la cause est bien identifiée. Les symptômes, ils sont bien connus, ils peuvent quand même varier d'une personne à une autre. Et la prise en charge est généralement, globalement, unique, ou peut-être il y en a deux, trois si on joue sur les antibiotiques ou sur les... Voilà. Mais en général, il n'y a pas 50 prises en charge possibles. Le syndrome, à l'inverse, donc syndrome de l'intestin irritable ou syndrome fibromyalgique, je vais mettre un petit peu les deux dans dans la même case. Le syndrome, c'est différent. Ça veut dire que, bon, d'une part, des symptômes peuvent être variables. Or, c'est vraiment très marqué dans le syndrome de l'intestin irritable parce qu'il y a des personnes qui vont avoir des douleurs de ventre associées à des diarrhées et des gaz, d'autres qui vont avoir des douleurs de ventre avec de la constipation et seulement des ballonnements ou des éructations. Donc, voilà, des choses qui a priori peuvent être plutôt très différentes. Mais surtout, là où la différence est majeure, c'est que les causes sont nombreuses, parfois non identifiées, et parfois il peut y avoir plusieurs causes imbriquées les unes dans les autres. Et du coup, ça impacte la prise en charge qui doit être de ce fait multifactorielle et clairement individualisée. Donc c'est une approche qui se veut globale de la personne, ou en tout cas, moi dans mon approche, je vais vraiment traiter l'aspect alimentaire, l'aspect émotionnel, l'hygiène de vie et les compléments. C'est un tout. Ce que les personnes vivent en réalité, donc c'est ça, c'est une constipation, diarrhée ou alternance des deux, voire parfois un transit qui étonnamment est normal, parce que des fois on a un déséquilibre qui vient accélérer le transit et un autre qui vient le ralentir, et ben, dans la moyenne, on a quelque chose qui paraît normal à la sortie. Des spasmes, des douleurs ou une hypersensibilité viscérale. Donc ça, c'est vraiment important à cette notion d'hypersensibilité viscérale. Parce que, en fait, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que pour une personne normale, le fait de ne pas aller à la selle pendant 2, 3 jours, bien souvent, ça ne prête pas à conséquence. Voilà, dès que le transit va revenir, c'est OK. Euh, une personne, quand je dis normale, c'est saine. Une personne saine qui va avoir un peu de ballonnement, ça va être un peu désagréable, mais sans plus. Par contre, une personne souffrant d'un syndrome de l'intestin irritable, euh, si elle risque d'avoir très mal au ventre si elle est constipée parce que la stagnation des selles, la pression exercée, ça va être intolérable, ou le fait d'avoir quelques gaz, quelques ballonnements, ça va prendre des proportions énormes, là encore en cause de cette hypersensibilité au niveau de l'intestin. Il peut y avoir donc des flatulences, des gaz, des ballonnements ou des irritations, une fatigue accrue en général, et aussi en général un dérèglement de la communication intestin-cerveau. Donc quand le cerveau va pas, c'est-à-dire quand il y a du stress, de la peur, etc., ça impacte directement l'intestin. Ça, c'est le cas chez tout le monde, mais c'est encore plus marqué en cas de syndrome de l'intestin irritable. Et inversement, quand ça ne va pas dans le ventre, eh bien, ça a tendance à remonter et ça peut déclencher plus d'anxiété, plus de stress ou de sensibilité au stress, voire un sentiment dépressif. Les causes derrière le syndrome de l'intestin irritable, eh bien, c'est là où c'est important. Les causes, il y en a beaucoup. D'abord, première cause, les dysbioses ou déséquilibres de flore. Il y a plusieurs types de dysbioses. Dysbiose au niveau de l'intestin, qu'on appelle couramment le SIBO ou l'IMO. Ça va dépendre du type de bactérie. Donc le SIBO, c'est Small Intestine Bacterial Overgrowth, donc c'est une pullulation de bactéries dans l'intestin grêle. L'IMO, ça va être une pullulation de bactéries
d'archées exactement qui produisent du méthane et dans le grêle et dans le côlon. Euh, Candidose intestinale, donc pullulation de la levure, qui peut se faire soit dans le grêle, soit dans le côlon, soit dans les deux, ou autre dysbiose plutôt focalisée sur le côlon cette fois-ci. On peut avoir également un intestin irritable en lien avec des hypersensibilités alimentaires, en lien avec des insuffisances de digestion haute, et ça n'arrive pas que chez les personnes âgées, en lien avec les hormones, et notamment des déséquilibres hormonaux, et généralement aussi en lien avec une dysrégulation du système nerveux autonome. Donc souvent on connaît, on a peut-être entendu parler du nerf vague, voilà, principalement impacté là-dedans, en lien avec soit du stress chronique, soit un burn-out et ou des traumas anciens, ou plus ou moins anciens. Et c'est, enfin, on peut avoir une seule de ces causes, malheureusement, on peut aussi en avoir plusieurs qui s'entremêlent. Si on passe un par un, d'abord le SIBO ou l'IMO, donc pullulation de bactéries qui vont produire du méthane, de l'hydrogène, voire dans certains cas du sulfure d'hydrogène dans l'intestin grêle ou grêle et côlon. Les symptômes majoritaires, donc c'est des ballonnements et des gaz accentués après chaque repas et qui augmentent au fur et à mesure de la journée. Donc typiquement, le matin, on a le ventre plat et au fur et à mesure qu'on mange, on a le ventre qui commence à gonfler comme une femme enceinte. Il y a rarement de jours sans, sauf quand on jeûne. Une sensibilité accrue aux fruits et aux légumes et plus généralement, ou plus spécifiquement aux aliments riches en FODMAP, de la constipation, de la diarrhée ou une alternance des deux, mais parfois on peut avoir un transit étonnamment normal, accentué avec la prise de pro ou de prébiotiques et souvent diminué après une prise d'antibiotiques, que ce soit pris pour des problèmes de dents ou pour des problèmes de cystite. On peut voir un léger mieux pendant quelques jours ou semaines avant que ça ne reparte. Donc j'ai parlé des FODMAP rapidement. Les FODMAP sont donc des fibres fermentescibles. Il y en a de plusieurs sortes, donc oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et des polyols. Donc à chaque type de fibre, alors, on va dire que selon les fibres, on va les retrouver plus ou moins dans certains types de, de fruits ou de légumes ou de produits céréaliers. Parfois, il y a des aliments qui en contiennent plusieurs. C'est pas, voilà, la réalité est souvent un peu plus complexe, mais globalement, voilà, les FODMAP les plus puissants, je dirais, vont se retrouver dans les légumineuses, dans tout ce qui est poireaux, oignons, ail, le topinambour, alors là, c'est puissance 10 000, le blé, les céréales, beaucoup de céréales à gluten. C'est pas, là, le problème, c'est pas le gluten, c'est les FODMAP qui sont dedans. Le lactose, le fructose, donc on va retrouver dans beaucoup de produits sucrants et dans les fruits, et les polyols qu'on va retrouver dans beaucoup de fruits à noyaux, la patate douce, les champignons, le chou-fleur. Donc le SIBO, attention, parce qu'on se dit, c'est bon, j'ai un intestin irritable, j'ai fait le test, je sais que j'ai un SIBO, super, je traite et c'est bon, je m'en suis débarrassée. Bon, ben non. En fait, ce serait trop simple. Le problème du SIBO, c'est que c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, hein. C'est 30% du problème. Il vous reste les 70% restants parce que le SIBO, hein, vous n'avez pas des bactéries qui viennent dans l'intestin grêle parce qu'elles ont vu de la lumière. Il y a forcément une ou plusieurs causes derrière, un ou plusieurs déséquilibres derrière. Donc, si vous ne les avez pas identifiés, si vous ne les avez pas corrigés ou si vous ne soutenez pas, enfin si vous, voilà, si vous ne soutenez pas le corps, ben, juste traiter le SIBO, ça peut être efficace un temps, mais vous pouvez être quasiment sûr que ça va revenir. Donc, SIBO, c'est pas un parasite, c'est pas un alien qu'on a dans le ventre et qu'il faut dégager, c'est un déséquilibre de flore. Et comme tout déséquilibre de flore, il y a une ou plusieurs causes sous-jacentes. Et les causes sous-jacentes, elles sont nombreuses. Donc, je ne vais pas venir dans le détail de ce schéma qui est complexe, mais globalement, 4 catégories différentes dans ces causes sous-jacentes du SIBO et donc de l'intestin irritable. Des prises de médicaments, alors les opiacés, les IPP, un inhibiteur de pompe à protons, souvent prescrits en cas de gastrite ou de reflux. Ça,
si c'est pris trop longtemps, attention. Des troubles digestifs hauts, donc ce que j'appelle insuffisance de digestion, je vais y venir tout à l'heure. Flux digestif altéré, donc ça peut être en lien avec soit des hypersensibilités qui sont là depuis longtemps et qui ont occasionné de la constipation, des dysfonctions au niveau de l'intestin, de la valve iléo-cécale, des adhésions suite à des opérations par exemple, ou de l'endométriose. Et des troubles de la motilité qui peuvent être en lien donc avec une sous-activation du nerf vague, une atteinte auto-immune du CCM, donc du CMM, complexe migrain-moteur, ou de différentes maladies ou traumatismes. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Le diagnostic de SIBO ou d'IMO, ça passe par un test respiratoire avec un protocole très précis. Donc ce n'est pas un protocole identique à celui d'une coloscopie. Ce n'est pas un protocole sans résidus, c'est vraiment un protocole qui doit exclure tous les légumes, tous les fruits. Donc en gros, pendant 2 voire 3 jours avant le test, vous ne mangez que du poisson blanc ou de la viande blanche, que du riz blanc avec, pour simplifier, mais c'est à peu près ça. Et après, il y a 12 heures de jeûne avant de faire le test qui va se dérouler sur à peu près, je dirais, au moins 1h30 à 2 heures, avec un souffle tous les 20 minutes. Et donc, vous allez obtenir quelque chose qui ressemblera plus ou moins à ça. Donc, le début correspond à la test grêle jusqu'à 100-120 minutes, et ensuite, on passe dans le côlon. Donc, c'est normal d'avoir des gaz au niveau du côlon, c'est même plutôt souhaitable. Par contre, effectivement, là, sur la première partie, il vaut mieux être le plus bas possible. Donc, je ne vais pas y passer en détail. J'ai fait une présentation sur le SIBO, donc référez-vous à cette présentation-là. Deuxième cause, les candidoses. Alors, la candidose, c'est quoi? C'est le surdéveloppement d'une levure, souvent Candida albicans, dans l'intestin. Donc, c'est une levure qu'on a tous. Elle fait partie de notre flore. Tant qu'elle est à l'état isolé de petites levures par-ci par-là, c'est pas gênant. Quand on parle de candidose, c'est que ces petites levures isolées, elles ont commencé à former des mycéliums et à passer de l'état levure à l'état justement de mycélium. Donc, qui va produire des toxines, qui va produire différentes choses et qui augmente la perméabilité intestinale au passage. Dans les symptômes un peu typiques de la candidose, on va retrouver des envies de sucre. La candida, elle aime bien le sucre et quand elle n'en a pas assez, elle peut faire des appels. Et on va s'apercevoir aussi qu'il y a plus de réactions quand on va manger des aliments sucrés et ou du pain, ou des pâtes fermentées ou des aliments riches en gluten. Souvent, bien sûr, fatigue chronique, mais ça, on va un peu le retrouver dans tous les cas de SI. Un transit souvent perturbé aussi. Il peut y avoir des mycoses à d'autres parties du corps qui sont résistantes, voire des pathologies auto-immunes. Le dépistage, alors, on va dire le moins fiable de tous, c'est le dosage dans les selles. Voilà. Donc, j'ai tendance à l'exclure parce que, oui, si on en trouve par hasard, c'est que potentiellement, il y a quand même une candidose, mais ne pas faire un test juste dans les selles pour se dire, tiens, je vais dépister une candidose. C'est vraiment pas le plus fiable. Un peu mieux, ce sera le dosage des anticorps de type IgG anti-candida dans le sang. Par contre, à faire plutôt dans un laboratoire spécialisé en médecine fonctionnelle, notamment le laboratoire Barbier BioAvenir. C'est un des plus laboratoires ImuPro. Voilà, ce sont 2 labos qui vont être plus précis, en tout cas pour ça. On va dire qu'il y a à peu près 50-60% de fiabilité pour ce test. Donc, si vous voulez aller plus loin et être vraiment sûr, il faut faire un test qui s'appelle MOU, métabolite organique urinaire, notamment le module fongique chez Barbier ou DMI chez LIMS. Voilà, c'est les 2 seuls labos, à ma connaissance, qui font ça. Remarque importante, on ne se débarrasse pas à 100% d'une candidose, c'est-à-dire qu'on va la maîtriser, on va la faire diminuer, et le tout, c'est d'éviter après qu'elle se surdéveloppe. Donc là encore, c'est de comprendre pourquoi est-ce que cette candidose s'est développée. Important de travailler sur les causes, toujours pareil. Et ensuite, il y a d'autres types de dysbiose, donc déséquilibres de flore qui vont plutôt toucher
le gros intestin, donc c'est une zone normale de fermentation, mais parfois, soit on a une flore qui est trop appauvrie, avec un manque de diversité, soit on va avoir un excès de bactéries pro-inflammatoires, donc souvent des bactéries qui digèrent les protéines, soit on a un manque de bonnes bactéries, les lactobacilles, les bifidobactéries, etc., voire une présence de parasites. Voilà, donc tout ça, ça peut aussi faire des symptômes qui peuvent en tout cas enflammer un intestin. Et dans les causes, là, il y en a beaucoup. Prise d'antibiotiques prolongée, prise d'IPP prolongée aussi, beaucoup de causes dans l'enfance, hein, quand les naissances par césarienne, non allaitées. Alors là, c'est vrai que déjà, on va avoir un microbiote qui va être un peu plus appauvri. Il peut y avoir des causes génétiques aussi, ou si votre maman a un mauvais microbiote, vous héritez quand même une part de ce microbiote-là. Ça dépend beaucoup de ce qu'on mange, hein, clairement. Est-ce que la digestion haute est efficace ou pas? Est-ce qu'il y a un stress chronique, le sport, etc. Donc voilà, beaucoup de causes de dysbiose. Donc avant de prendre un probiotique, parce qu'on vous dit vous avez une dysbiose, prenez un probiotique, c'est bien, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et c'est surtout que s'il y a des causes encore qui sont maintenues, qui entraînent ce déséquilibre de flore, juste prendre un probiotique, ça ne servira pas à grand-chose, pour ne pas dire à rien. Et son diagnostic, ou pour savoir qu'est-ce qui se passe, on peut faire là encore une analyse urinaire, donc ce mou, là plutôt le module bactérien ou un DMI, éventuellement un test de microbiote par analyse métagénomique, donc là plutôt chez LIMS, Biomsite. Donc LIMS c'est en Belgique, Biomsite c'est en Angleterre. J'ai pas, voilà, il y en a sûrement d'autres, mais pour l'instant c'est ceux que je trouve les plus pertinents, les plus précis. La coproculture éventuellement, mais j'aurais tendance celui-là à ne pas le recommander parce que c'est loin d'être le plus précis. Encore une fois, attention, avant de faire un test de microbiote, essayez d'exclure les autres causes. Parce que si vous avez un SIBO, de toute façon, il faudra d'abord traiter le SIBO avant de traiter la dysbiose du gros intestin. Parce que ce qui est bon pour l'un ne l'est pas pour l'autre et inversement. Donc on ne peut pas faire les deux en même temps. Et si vous avez une dysbiose du côlon et de l'intestin grêle, prendre des probiotiques pour améliorer le côlon va poser franchement problème pour le SIBO. Donc attention. Les hypersensibilités alimentaires retardées, là c'est quoi? En fait, c'est une réaction immunitaire inflammatoire vis-à-vis de protéines alimentaires. Donc je préfère parler d'hypersensibilité plutôt que d'intolérance, parce que quand je parle d'intolérance, on fait le lien avec, tiens, intolérance au lactose. C'est pas pareil, l'intolérance au lactose, c'est lié à un manque d'enzymes qui digèrent le sucre du lait, le lactose. Normal, on n'est pas des veaux, donc on perd cette enzyme en vieillissant. L'hypersensibilité, c'est vraiment donc une réaction immunitaire. C'est controversé, hein. La plupart des médecins en rient allègrement. Les allergologues, c'est pareil, pour eux, ça n'existe pas. Bon, au passage, il y a quand même une bonne cinquantaine d'études qui existent, qui montrent bien que voilà, le dosage des IgG peut permettre de travailler, d'améliorer le syndrome de l'intestin irritable. Donc, ce syndrome de l'intestin irritable, bien souvent, ça part d'une barrière endommagée, c'est-à-dire d'un intestin poreux. Donc là encore, il y a des causes à cet intestin poreux. Le gluten peut être une cause, mais pas que. Et en fait, une fois que l'intestin est trop perméable, vous pouvez avoir des petits morceaux de protéines alimentaires qui vont traverser la paroi intestinale alors qu'elles ne sont pas assez digérées. Le corps peut voir ça comme un ennemi, envoyer ses anticorps dessus pour le détruire. Et en le détruisant, ça vous fait une petite réponse inflammatoire. Si vous consommez cet aliment plusieurs fois par semaine, vous avez une inflammation qui grossit jusqu'à avoir un terrain inflammatoire ou une inflammation dite de bas grade. Pardon. Non, décidément, je vais y arriver. Voilà. Les symptômes, donc on peut avoir des symptômes digestifs exclusivement ou pas du tout, et ou des symptômes extradigestifs. Et souvent, moi, ce qui m'amène à faire des recherches d'hypersensibilité alimentaire, c'est justement quand on commence à avoir des symptômes qui se digestifs, mais aussi autres.
comme des problèmes ORL à répétition, des problèmes de peau chroniques, eczéma, psoriasis, des aftes qui viennent et qui reviennent, des douleurs musculaires, articulaires ou tendineuses, ou alors des problèmes de rétention d'eau, de prise de poids, de fatigue chronique. Voilà, souvent, il n'y a pas que l'aspect intestinal, il peut y avoir aussi autre chose, et c'est ça qui peut y faire penser. La difficulté dans les hypersensibilités alimentaires, c'est que le symptôme n'arrive pas tout de suite après l'ingestion de l'aliment. Ça peut être dans les 3 heures à 3 jours après. Donc, pour faire le lien avec un aliment que vous avez mangé, c'est parfois très compliqué, surtout s'il n'y a pas un seul aliment, mais plusieurs. Donc, souvent, on pense gluten, produits laitiers, super, mais il n'y a pas que ça. Il y a les œufs, il y a les amandes, il y a... En fait, tout peut être cause d'hypersensibilité. Ça dépendra de vos habitudes alimentaires et ça dépendra de votre, je dirais, de votre terrain. Et puis là où ça peut aussi être des fois très problématique, enfin un peu difficile à comprendre, c'est que l'inflammation intestinale qui est occasionnée par une hypersensibilité alimentaire, disons aux œufs, ben, va faire que l'intestin va hyper réagir au FODMAP. Et donc, du coup, on se retrouve à mal réagir, par exemple, aux lentilles ou aux oignons, alors qu'il n'y a pas d'hypersensibilité à ces aliments-là, mais c'est juste qu'une fois qu'on a enlevé les aliments qui déclenchent l'hypersensibilité, donc dans mon exemple, les œufs, au bout de quelques semaines, on peut souvent remettre sans problème les lentilles, les oignons, parce que l'inflammation a déjà diminué. Voilà. Le dépistage, dans ce cas-là, ce sera une prise de sang, je précise, de sang dans les cheveux. Pour moi, ce n'est pas fiable. Avec un dosage des anticorps de type IgG auprès de certains labos, là encore, un sérieux et deux spécialisés dans la médecine fonctionnelle. Donc ça peut être Barbier, Immupro, les laboratoires Juvenalis Biomis. Autre cause très fréquente, l'insuffisance de digestion haute. Qu'est-ce que j'appelle insuffisance de digestion haute? C'est tout ce qui est avant l'intestin. Donc la bouche mâchée suffisamment, hein, important la mastication, souvent c'est 30% des causes de ballonnement. Le manque ou l'excès d'acide dans l'estomac. Alors je sais que selon les gastro-entérologues, on ne peut pas avoir de manque d'acidité dans l'estomac, peut-être juste parce que on a peu de moyens pour vraiment le tester, mais je peux vous assurer que ça existe parce qu'il y a plein de gens qui se sentent mieux quand on leur donne de la bêta-NaCl ou qui prennent du vinaigre de cidre, donc des substances qui viennent acidifier encore l'estomac. Donc voilà, de toute façon, pour moi en tout cas, si on peut avoir un déséquilibre dans un sens, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans l'autre sens. L'insuffisance pancréatique, l'insuffisance hépatique biliaire ou une bile de mauvaise qualité, ben, tout ça, ça va faire que votre digestion au niveau de l'estomac et juste après ne va pas être efficace. Et du coup, les aliments, ben, ils vont fermenter. Et cette fermentation va favoriser les déséquilibres de flore, que ce soit SIBO ou autre. Et donc, ben, engendrer petit à petit ce syndrome de l'intestin irritable. La bile aussi peut avoir, selon la qualité de cette bile et sa contenance, elle va avoir un effet anti-inflammatoire ou pro-inflammatoire. Donc si on n'a pas une bonne bile, ben là aussi, ça peut enflammer l'intestin. Diagnostic, ben c'est vraiment par l'observation, observation des selles, des signes du corps, si on a des nausées, si on a un poids sur l'estomac, etc. Quand on a besoin d'en savoir plus, ben je vous recommande de faire une analyse qui s'appelle fécalogramme et dosage de l'élastase fécale dans les selles. Donc ça, l'avantage, c'est que ça peut être remboursé si votre médecin accepte de le faire, de vous le prescrire, pardon. Par contre, faites-le dans un laboratoire type Barbier Bioavenir. Les laboratoires de ville sont vraiment pas assez précis pour ça et souvent c'est bâclé. Voilà. Je suis désolée, j'ai rien contre les labos de ville, mais vraiment j'ai pu voir la différence à je sais plus combien de reprises. Donc ne perdez pas votre argent, faites-le directement dans le bon labo, même si ça se fait à distance, ça suffira pour ça. Et les causes sous-jacentes, l'hypothyroïdie, le stress et la dérégulation du nerf vague, la génétique, l'âge et d'autres facteurs que peut-être on ne connaît pas encore. Lien aussi avec les déséquilibres ou en tout cas avec l'aspect hormonal.
Alors, c'est pas pour rien hein, qu'il y a plus de femmes qui sont touchées par le syndrome de l'intestin irritable. Il y a d'ailleurs 40% des femmes qui souffrent de SII qui voient leurs symptômes évoluer en fonction du cycle, donc souvent augmenter en période prémenstruelle, voire en période ovulatoire. Et on voit même qu'un tiers des femmes sans, excusez-moi pour l'acronyme, c'est pas IBS, c'est en anglais, donc un tiers des femmes sans syndrome de l'intestin irritable vont déjà avoir des désordres digestifs en lien avec le cycle. Voilà. Euh, on a aussi donc des femmes qui souffrent d'intestin irritable, qui voient une amélioration de leurs symptômes durant la grossesse, donc quand les cycles sont arrêtés et qu'il y a moins d'œstrogènes. Et on peut aussi avoir, en tout cas moi c'est ce que j'ai observé, des déclenchements de syndrome d'intestin irritable après des épisodes de dérèglement au niveau hormonal, donc de dysménorrhée ou de prise d'hormones à forte dose. Voilà, donc c'est beaucoup les hormones sexuelles qui vont influencer, notamment beaucoup les œstrogènes ou le rapport entre œstrogènes et progestérone qui va venir impacter à la fois le microbiote, la perception de la douleur, la motilité intestinale, la sensibilité viscérale. Maintenant, je voulais traiter de l'axe intestin-cerveau et de l'impact je dirais, des émotions, des traumas. Pour moi, enfin, c'est pas que pour moi, on le voit vraiment sur des études, que une mauvaise gestion du stress semble occasionner déjà une hypersensibilité viscérale, sans forcément qu'il y ait d'excès de perméabilité ou d'inflammation locale associée. Il y a aussi une plus grande incidence de syndrome de l'intestin irritable chez les personnes qui ont été abusées pendant l'enfance ou qui ont vécu un ou plusieurs événements traumatiques. Ça peut être de la maltraitance physique, orale ou de la négligence ou juste un manque d'attention. Euh, Plus grande incidence aussi chez les personnes hypersensibles émotionnellement et chez les personnes dépressives ou anxieuses. Mais c'est aussi un effet dans l'autre sens, c'est-à-dire que les personnes qui souffrent d'un intestin irritable, bah, ça va créer de l'anxiété, ça peut créer de la phobie sociale, de la phobie alimentaire, être plus irritable, de la dépression. Donc voilà, déjà, le problème en lui-même va de toute façon exacerber, on va dire, les difficultés au niveau émotionnel. Et tout ça, le problème en fait de l'émotion, du stress, c'est que ça vient au fur et à mesure déréguler le système nerveux autonome, donc cet équilibre entre le système nerveux sympathique et le parasympathique, notamment le nerf vague qui est aussi responsable de la digestion, du repos et de la guérison. Donc, tant qu'on a un système nerveux qui est branché en mode euh, hyper vigilance à cause de ces traumas, eh bien, vous ne pouvez pas bien digérer et vous avez souvent un système immunitaire qui va être hyper réactif. Donc, la prise en charge maintenant, c'est important. Pour moi, ça commence par faire les analyses complémentaires qui permettent d'identifier là où les causes derrière vos soucis et les dysfonctionnements éventuels. Or, on va pas faire tout. Là, j'ai cité énormément d'analyses. L'idée, c'est de pas faire toutes les analyses du monde. On n'a pas les moyens, mais de vous faire vraiment accompagner par une personne formée qui va vous orienter vers les tests qui semblent les plus pertinents à la lumière de vos symptômes. Parfois, il faudra peut-être en refaire derrière parce que bah, c'était peut-être l'arbre qui cachait la forêt. Mais voilà, ne faites pas tout parce que bah, déjà, il faut bien aller sur les bons labos et puis il y a des tests qui ne seront pas forcément pertinents au regard de vos symptômes. Donc voilà, ça a toujours des coûts, tous ne sont pas remboursés, donc allons-y avec parcimonie et bonne intelligence. Une fois qu'on sait, qu'on connaît ces causes, là, on peut adapter l'alimentation en fonction. Parce que si votre syndrome de l'intestin irritable est lié à une intolérance, je dis n'importe quoi, aux œufs et aux amandes, supprimer le gluten ou supprimer les FODMAP va pas forcément créer grand-chose. Si votre syndrome d'intestin irritable est surtout occasionné par un manque de digestion, je dirais même, quel que soit ce que vous allez manger, de toute façon, ça va fermenter.
Voilà, si votre problème c'est de l'histamine, etc. Donc, c'est vraiment important. Pour moi, il n'y a pas un régime qui va convenir à tous en cas d'intestin irritable. Donc, c'est vraiment important de comprendre pourquoi, de comprendre les causes pour pouvoir adapter au mieux l'alimentation. Et même en cas de SIBO ou quoi que ce soit d'autre, je dirais éviter d'enlever des aliments sur le long terme, notamment l'éviction des FODMAP, parce que le FODMAP, c'est aussi des bactéries, n'importe quoi, des fibres prébiotiques, qui sont donc bénéfiques pour votre côlon. Donc, enlever les FODMAP, ça permet de calmer un peu les symptômes en cas de SIBO, notamment vraiment de fortes douleurs pendant un moment. Ça ne va pas le soigner. Donc, souvent, il faut apporter en plus des plantes pour venir gérer la dysbiose. Mais si vous enlevez trop longtemps ces FODMAP, bah, vous allez appauvrir votre flore du côlon et donc vous créez un autre déséquilibre en plus. Pareil pour les hypersensibilités alimentaires, c'est rarement à vie, donc au bout d'un moment, ça se réintroduit. Important aussi de corriger les dysfonctionnements en amont et de renforcer la vitalité parce que c'est très compliqué de soigner un corps qui n'a plus du tout d'énergie, une personne qui est complètement HS. Parfois, il vaut mieux essayer de booster un petit peu, de remonter la vitalité pour pouvoir agir de manière plus efficace. Et pour moi, je crois profondément que tout seul, on n'y arrivera pas et qu'il faut être à plusieurs. Voilà, faire plusieurs choses en même temps ou les unes après les autres pour pouvoir aider. Et notamment, je trouve que de commencer en ostéopathie et notamment avec un ostéopathe qui s'y connaît bien en viscéral, c'est très important. Travailler au niveau énergétique peut aussi aider, que ce soit par l'acupuncture, le shiatsu, voire le shinei-tsang, qui est un massage énergétique, mais plus centré sur le ventre. L'hypnose aussi a montré beaucoup de bénéfices sur le syndrome de l'intestin irritable. Et aux États-Unis, en Angleterre, vous avez des praticiens qui sont vraiment formés sur de l'hypnose orientée pour le digestif. Donc c'est ce que je propose en partie dans mes accompagnements. Cohérence cardiaque, aromathérapie, enfin voilà, il y a tout un tas d'outils. On ne va pas tout faire, mais l'idée, c'est pas hésiter en tout cas à aller peut-être cumuler certaines choses pour ramener votre corps à cet état d'équilibre. Ensuite, ben, traiter les dysbioses. Donc ça, souvent, ben, il faut faire appel à des plantes hein, pour ça, ou des antibiotiques chimiques ou des plantes. L'un n'est pas forcément supérieur à l'autre, hein, ça va dépendre des gens. Et ensuite, ben, on continue à travailler parce que c'est pas juste parce qu'on a balancé nos plantes antibactériennes que c'est forcément terminé. Ben, derrière, c'est d'éviter le risque de rechute. Donc, en maintenant, par exemple, la motilité, une bonne motilité intestinale, en agissant sur le système immunitaire, sur l'intestin pour rééquilibrer l'écosystème intestinal. Et puis, surtout, travailler en profondeur au niveau émotionnel. C'est-à-dire que oui, la cohérence cardiaque ou la méditation peut aider certaines personnes, mais il est probable que si vous avez quand même pas mal de traumas, juste en rester à ça, ça ne soit pas suffisant et qu'à un moment, il faille se décider à aller traiter le problème à la racine. Et alors, on peut faire de la psychothérapie. Moi, je suis plutôt une fan d'autres approches plus somatiques par le corps, donc que ce soit l'hypnose, que ce soit la kinésio, que ce soit justement les thérapies somatiques. Voilà, ça a l'intérêt des fois de passer par le corps plus que par la tête, et donc d'aller chercher les trucs qu'on a un petit peu enfouis sous le tapis. Et donc, pour conclure tout ça, s'il n'y avait que ça à retenir, le syndrome de l'intestin irritable, il n'y a pas un remède miracle, ni un traitement unique ou un régime unique, mais vraiment plusieurs, selon là où les causes sous-jacentes et selon les personnes. Voilà. Des fois, il faut aussi adapter le traitement par rapport aux personnes parce que la sensibilité est différente. Donc, c'est pas parce qu'un truc a été génial sur quelqu'un que ça va forcément être génial sur vous. Donc, attention à ce qu'on lit sur les réseaux sociaux des fois. Pour moi, une prise en charge globale est indispensable et l'alimentation y joue un rôle. Ça ne fait pas tout, mais sans
Si vous continuez à consommer des aliments qui sont extrêmement inflammatoires chez vous, ou si vous continuez à avoir une alimentation qui va venir bousiller votre flore parce qu'elle est pleine de perturbateurs endocriniens, d'additifs ou autres, vous n'arriverez à rien. Donc l'alimentation, ça joue un rôle, mais c'est pas 100% non plus. Bien prendre en compte donc les déclencheurs ou les perturbateurs émotionnels et travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce système nerveux. Alors, le nerf vague, on a tendance à simplifier, à dire, OK, fais de la cohérence cardiaque. C'est pas toujours suffisant. Et chez certaines personnes, il faudra même l'éviter parce que ça va pas les aider. Donc voilà, faut voir, mais cet équilibre au niveau du système nerveux autonome, c'est vraiment aussi une clé, hein, dans le traitement du syndrome de l'intestin irritable. Et si ce que vous faites ne fonctionne pas, bah, soit c'est de chercher plus loin, parce que peut-être que vous avez traité l'arbre, mais il cachait la forêt. Donc il faut peut-être aller chercher la forêt. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui se sont mises ensemble, ou il y a d'autres aussi déséquilibres qui peuvent être encore là et maintenir le problème. Et donc, point aussi très important, comme je vous ai dit, attention aux évictions alimentaires trop longues ou trop drastiques, parce que bah, sinon, ça peut aussi créer du stress sur du stress. Alors des fois, on a l'impression de ne pas avoir le choix, parce que finalement, on ne supporte rien. Mais parfois, il vaut mieux essayer de remettre un petit peu, vaut mieux un tout petit peu que pas du tout. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Donc, si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on aborde ensemble vos problématiques, vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous pour un appel découverte. Donc, je propose des appels découvertes de 30 minutes gratuits, notamment avant les accompagnements longs. Euh, mais si vous voulez aussi vous assurer que je suis la bonne personne pour vous, pour moi, c'est aussi important de vous connaître, de vous comprendre, pour que je vous dise si oui ou non on est fait pour s'entendre. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation. Ciao, ciao.